Fidèles téléspectateurs de Esaü TV, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Nasuba Week. Nous sommes samedi 3 janvier 2026, premier samedi de l'année, on va dire, premier samedi du mois de janvier. Et je vous souhaite donc bonne et heureuse année, beaucoup de joie, beaucoup de santé et surtout beaucoup de progrès dans vos projets. Alors, dans la première rubrique de ce jour, on parle de Saka Yerima, un hommage à l'homme, un héros national, 128 ans qu'il a disparu. On a fait un petit élément sur lui qui sera présenté bel et bien par Sylvie Dedéou et Elvika Nbeto. Alors, dans Yebou, aujourd'hui, on reçoit pour vous le promoteur de CDC Style qui viendra nous parler de sa structure. Et puis, le zapping viendra également nous donner une petite pause avant d'aborder le panel de discussion. Nous parlons principalement aujourd'hui de sport. Nous parlons des guépards à la CAN. Que retenir de la prestation, de la performance de nos guépards à la CAN? Et ça sera avec Elvika Nbeto et Mouidine Lawani. Merci de vous installer confortablement. On revient pour le développement. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumende, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. De nouveau, bonjour chers amis téléspectateurs. 128 années qu'il a disparu. Lui, c'est Saka Yerima, un héros bâtonnon, on va dire. Nous avons fait un petit élément sur lui, un hommage à l'égard de l'homme. Suivez, c'est avec Elvika Nbeto et Sylvie Dedéou. À Yario, dans la commune de Perere, la mémoire du héros national Saka Yerima demeure bien vivante. Le 31 décembre 2025, population, autorités locales et têtes couronnées se sont donné rendez-vous pour commémorer le 128e anniversaire de sa disparition. Danses traditionnelles, chants et symboles culturels ont marqué cette cérémonie organisée sur la thème même de l'illustre résistant. Un moment de recueillement, mais aussi de transmission autour de la mémoire de Saka Yerima, figure emblématique de la résistance et de l'histoire du Nord Bénin. Saka Yerima est un symbole de courage, de détermination et de sacrifice pour la nation. Son héritage continue de nous inspirer et de nous guider dans nos actions quotidiennes. Il est important de rappeler que de son histoire et ses actions quotidiennes, il est important pour nous de relever ce défi et de comprendre que nous avons à relever aujourd'hui et demain. Au-delà de la commémoration, les organisateurs entendent rappeler le parcours exceptionnel de ce héros national. Guerrier audacieux et chef respecté, Saka Yerima s'est illustré très tôt par son courage bien avant la pénétration coloniale. Yario, c'est le dernier retranchement où Saka Yerima a invité les colons pour leur dernier face-à-face. Il faut dire que Saka Yerima s'est fait remarquer à travers, disons, la vengeance
de son père. Face aux violences coloniales et à l'attaque de son village maternel, Sakai Rima refuse toute forme de soumission. Il choisit la résistance armée, préférant mourir debout que vivre dominé. Aujourd'hui encore, les lieux sacrés où le héros a combattu pour repousser l'invasion coloniale restent visibles et chargés de mémoire. Aujourd'hui, il n'y a plus la guerre. Sakai Rima a lutté pour se garder l'honneur du peuple Wasangari et Bariba. Aujourd'hui, comme la guerre n'y est plus, qu'est-ce que nous, fils, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut aussi laisser comme héritage à nos enfants? Nous, on a constaté sur les lieux, sa case où il restait lui-même est tombée. Donc on s'est dit quand même il faut prendre l'initiative de relever cette case ronde-là pour aussi montrer à nos enfants, voilà là où l'autre l'a resté, qu'on a eu la chance de mobiliser. Alors j'ai fait un appel solennel au fils de la dynastie Makararo. Écoutez, voilà, on a lancé un défi l'année passée et qu'on doit se réunir, se tenir la main dans la main pour construire cette case ronde. Et ce qui a été effectif. Il faut dire d'abord que ici c'est sa résidence, sa base de résidence. Maintenant, pour immortaliser ses actions, on a fait un mausolée. Et après son mausolée, le vestibule qui lui servait de résidence où il était installé, donc c'est ça qu'on a réhabilité là-bas, qui est reconstruit à l'intérieur. Et dans le mausolée, il y a, là, quand il a été décapité, là où il a été enterré, et à côté, la seconde tombe est celle de son épouse fidèle dont j'avais parlé en temps, Maimouna Yoro, qui a dit qu'après Sakai Rima, plus aucun homme ne pourra jouer d'elle. À travers les rythmes traditionnels, les récits des anciens et la ferveur populaire, Yariyo a ravivé l'héritage d'un homme dont le combat continue d'inspirer. Plus d'un siècle après sa disparition, la figure de Sakai Rima reste profondément ancrée dans les consciences, rappelant l'importance de la dignité, du courage et de la résistance face à l'oppression. À Yariyo, 128 ans après sa disparition, Sakai Rima demeure bien plus qu'un héros, un repère historique, une mémoire collective et un message fort transmis aux générations futures. Continuons cette émission. Cette fois-ci, nous sommes dans la partie Yébou, la partie commerciale de l'émission. Et on reçoit pour vous aujourd'hui un styliste. Lui, c'est Hubert Kiati, le promoteur de CDC Style. Et il est sur notre plateau. Bonjour, monsieur Kiati. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, vous êtes très bien habillé. Merci beaucoup. C'est ce que nous faisons. Merci. C'est pas pour rien qu'on vous a invité. Vous êtes un styliste. Et vous faites beaucoup, vous confectionnez beaucoup de choses. Alors dites-nous, parlez-nous un peu de votre structure tout en regardant la caméra. D'accord. Ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes dans le 100% local. C'est-à-dire tout ce qui touche au pain de chez nous et aussi au bootlock. Quant à ce qui est du style, nous n'avons pas de limite. Nous confectionnons du bomba jusqu'à la veste, en passant par les robes de mariage, les tenues bootlock, comme ce que j'ai porté là. Et voilà quoi. Nous sommes un peu dans tout ce qui est local. Bon, vous êtes un peu dans tout ce qui est local. Mais qui sont ceux-là, qui sont pour la plupart vos clients? Nos clients, généralement, c'est un peu de tout le monde. Hein, du petit étudiant jusqu'au grand fonctionnaire, on confectionne un peu tout le monde. Chaque budget peut trouver sa place chez nous, simplement. Et depuis quand vous avez trouvé cette passion-là? Depuis quand ça a commencé? La passion, il faut dire que je vais dire qu'elle était là depuis le début. Hein. Seulement, j'ai commencé à l'implémenter en année 2019. Donc, nous existons depuis 2019. Alors, de 2019 à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ont été votre parcours, on va dire, vos victoires? Déjà, nos victoires, c'était déjà de survivre dans un environnement où tout n'était pas gagné d'avance. Parce que, de base, lorsque les parents financent vos études et qu'à la fin, vous leur dites que vous voulez vous rabattre à l'artisanat, tout de suite, c'est perçu comme si c'était un échec. Parce que jusque-là, l'artisanat a toujours été considéré comme un secteur de rachat, un secteur réservé uniquement aux cancres ou aux rejetés du système scolaire. Donc, le plus gros défi a d'abord été ça, de convaincre ou du moins de prouver que voilà, on pouvait faire chemin, on pouvait faire l'artisanat et bien en vivre. Voilà, faire l'artisanat et bien en vivre. Aujourd'hui, vous êtes un styliste et vous confectionnez beaucoup de choses. Alors, dites-nous, est-ce que sur le chemin, il n'y a pas assez de difficultés? Est-ce qu'on ne dit pas souvent que vous êtes cher? La difficulté, je pense que c'est le quotidien de tout entrepreneur. Hein. On ne dira pas qu'il n'y en a pas, mais c'est pas assez pour peut-être nous faire laisser tomber ou abandonner.
Les difficultés, chaque jour, on en rencontre. Nos produits, il faut dire que de base, c'est, comme je le disais à l'entame, c'est un peu pour tout le monde. Quoique de temps en temps, il y a quand même de ces personnes-là qui nous disent que voilà, nos prix ne sont pas forcément accessibles au petit budget. Petit budget. Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez? Nous, on essaye de produire de la qualité. Voilà. Donc du coup, comme on le dit chez moi, tout ce qui est bon a forcément un coût. Alors, tout ce Donc, qui est bon a forcément un coût. Ouais. Alors, CDC Culture et Style, aujourd'hui, quelle est votre particularité? Dans quoi vous vous retrouvez le plus? Notre particularité, je pense que c'est le respect des délais, surtout. Oui. Parce que si moi je suis venu dans ce secteur-là, c'était beaucoup plus à cause de ça. Il y en a qui se plaignaient énormément, y compris moi et ma famille, du fait que jamais, au grand jamais, les couturiers ne respectent les délais. Il y a même des Ivoiriens qui s'amusent généralement à dire si un jour un couturier se retrouve au paradis, c'est que le mensonge n'a jamais été considéré comme un péché. Donc voilà, notre particularité, nous on marque un point d'honneur à ce niveau-là, à livrer nos tenues dans les délais. Les coutures express, c'est beaucoup plus ce que nous faisons le plus. Nous sommes outillés pour cela et je pense que c'est ça qui fait aujourd'hui notre marque de fabrique. Oui, c'est ça qui fait votre marque de fabrique. Ouais. Vous avez parlé du local tout à l'heure. Quels sont les styles vestimentaires que vous proposez à votre clientèle? Comme je le disais à l'entame, nous faisons un peu de tout. Oui. Le bomba, les tissus good luck, Oui. les ensembles good luck que nous viennent plus du Nigeria, les ensembles 3 pièces à Bada, les ensembles décontractés que nous appelons chez nous ici le tanchiki. Oui. Et voilà, y compris les vestes, mais généralement sur commande. Pour ce qui est du reste, il arrive qu'on en fasse et qu'on expose pour prêt-à-porter. Voilà, mais quand on parle de veste, est-ce que c'est dans nos tissus ou bien Les vestes, traditionnels? c'est, comment dit-on, généralement c'est faire partie de nos tissus, des tissus de chez nous. Les pailles, les tiganvis et même du canvas. Même du canvas. Ouais. Ah, ça c'est intéressant. Ouais. On va faire donc un tour là-bas. Et parlant de faire un tour là-bas, comment vous contactez? Nous, il faut savoir que notre centre de production, nous ne faisons pas que coudre. Nous avons essayé de mettre en place un centre de formation pour transmettre ce que nous savons faire aujourd'hui. Donc notre centre de formation est de confection, c'est-à-dire le lieu où vous avez la possibilité de passer vos commandes, c'est à Zongo, sur les pavés de l'église catholique Marie directement Auxiliatrice. la caméra pour... Voilà. Notre centre de formation professionnelle et de confection sur commande, c'est à Zongo, sur les pavés de l'église catholique Marie Auxiliatrice, à 20 mètres de la buvette Cannelle. Mais également, vous pouvez retrouver notre showroom à Ouassirou, juste en face du restaurant Les Secrets de la Vieille Marmite. Voilà. Et un contact? Ouais. Notre WhatsApp, c'est le 01 94 40 86 12. 01 94 40 86 12. Vous pouvez nous écrire pour tous vos besoins en couture et autres. Un dernier mot à l'endroit de vos clients. C'est vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026, une année d'accomplissement, une année de réalisation. Voilà, bonne et heureuse année encore une fois. Merci beaucoup, monsieur Kiati. On aura bien compris. Vous confectionnez beaucoup de choses, bomba, dantiki, good luck, veste, tout ce qui est en tout cas bien pour porter, se sentir bien dans sa peau. Et donc, je vous invite à y faire un tour. Alors, monsieur Kiati, dites-moi, vous jouez au foot? Je n'ai plus joué, ça fait un moment. Ça fait un moment. Ouais, ça vous fait un suivez les moment. guépards, hein? Ouais, j'ai suivi les 3 premiers matchs. Les 3 premiers matchs. Jusque-là, oui. Comment vous avez vu cela? Bah, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Ils font ce qu'ils peuvent. Je pense que c'est déjà l'essentiel. On espère qu'on va gagner l'Égypte et aller en quart de finale. L'espoir est perdu. Merci beaucoup. Ouais. Alors, merci à vous. À présent, suivons le zapping avant de revenir sur ce plateau pour le panel de discussion. Comment tu t'appelles? Tu fais quelle classe? Semaine. D'accord. En parlant du bruit du chien, quand il fait ho-ho, on dit qu'il aboie. Que fait le chat? Miaou. Il fait miaou. Comment on dit ça en français? Parce que quand le chien fait ho-ho, on dit qu'il aboie. Alors le chat fait quoi? Tu viens de dire miaou. Il dit quoi comme ça?
Il pleut. Hein? Il pleut. Il pleut. C'est ça le cri. Bonjour champion. Oui, bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Camilo. Tu fais quelle classe? CM2. D'accord, et dis-moi, quel est le plus long fleuve du Bénin? C'est le fleuve Ouémé. D'accord, tu connais le roi Béhanzin? Oui. Il est mort où et en quelle année? Il est mort à Ouida en 1906. En parlant du bruit du chien, quand le chien fait ro-ro, on dit qu'il aboie. Et le chat fait quoi? Miaou. Comment on appelle ça? Quand le chat fait miaou, quand tu viens de le dire, comment on peut appeler ça? Pionnier. Une minute est égale à combien de secondes? Une minute est égale à 50 secondes. 59, 60 secondes. Quand le chien fait ro-ro, on dit qu'il aboie. Alors que fait le chat? Le chat. Il fait miaou. Le chat fait miaou. Comment on peut appeler ça en français? Le chat cru. En parlant du bruit du chien, quand le chien fait ro-ro, ça veut dire quoi? Comment on appelle ce bruit-là? Quand le chien fait ro-ro. Il boit. Le panel de discussion aujourd'hui, nous parlons principalement des guépards à la CAN. On parle de leur performance. Que retenir? 3 matchs, 1 victoire, 2 défaites. Et nous sommes quand même qualifiés pour les 8e de finale. Et on va affronter le lundi prochain, je pense, les Égyptiens, les pharaons de l'Égypte. Alors, sur ce plateau, j'ai les 2 journalistes maison, Evie Konbetao et Mouidine Lawani, pour un peu analyser, décortiquer cette participation à la CAN Maroc 2025. Alors, je vais commencer par le plus beau, Evie Konbetao. Bonjour. Bonjour, ma fille. Comment vous allez? Très bien, vous. Alors, les guépards, vous avez forcément de la famille là-bas. Il y a beaucoup de Dadiens dans l'équipe, n'est-ce pas? Non. Pas les Dadiens dans l'équipe. C'est juste pour vous taquiner. Alors, dites-nous, lorsque vous suivez ce parcours des guépards, 3 matchs, 1 victoire, 2 défaites, aujourd'hui, quelle lecture vous faites globalement de la participation de notre équipe? Les guépards à la CAN, leur performance, ne nous leur ont pas très belle prestation. Un fond de jeu très bien. Le guépard nous surprennent dernièrement depuis le match contre le Nigeria, le dernier match pour les qualifications au mondial. Depuis ce jour, les guépards ont commencé par nous étonner par leur fond de jeu, par leur lecture de jeu, mais ça reste des choses à corriger. À la CAN, on les a vus, ils ont bien performé, ils ont bien joué, mais ça reste beaucoup de choses. Je dis bien beaucoup de choses à faire. Voilà, ça reste beaucoup de choses à faire. Vous, et Mouidine Lawani, nos guépards à la CAN, on les a beaucoup applaudis, mais à la fin, c'est une seule victoire pour 2 défaites. Contrairement à Elvic, moi, je ne suis pas du tout, je ne suis pas satisfait de la prestation des guépards jusque-là. Parler de 3 matchs, 1 victoire, quelle victoire encore contre le Botswana? On a vu cette équipe. Le Botswana, c'est aussi une équipe qui s'est qualifiée pour la CAN. Je ne refuse pas. Pour nous, quand on voit l'affiche, on se dit que le Botswana est prenable. Mais l'équipe du Sénégal, peut-être sur papier, l'équipe nous dépasse, mais dans le fond du jeu, ce qu'on a vu les dernières fois, on pouvait gagner cette équipe-là. Et la RDC, n'en parlons même plus. D'entrée, je pense que les guépards du Bénin ont tout pour gagner ce match contre la RDC. Ils sont passés à côté du match. Et voilà, on subit les conséquences. On doit forcément jouer contre les pharaons de l'Égypte, une équipe qui n'est pas facile. Donc je suis mitigé. C'est vrai, le fond de jeu, on voit de plus en plus le guépard nous émerveiller sur le terrain avec le ballon. Mais ça reste beaucoup. Ça reste beaucoup. On ne peut pas se contenter de ça. Le football de nos jours, ce n'est pas bien joué. C'est marqué. Oui, le football de nos jours, ce n'est pas bien joué, c'est marqué, mais c'est aussi se qualifier. Et je pense que parmi tant d'autres, nos guépards se sont qualifiés pour les 8e de finale et ils vont affronter, comme vous l'avez bien souligné tout à l'heure, les pharaons de l'Égypte. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'en sortir? Mouidine Lawani. Bon, moi,
Bon, ce serait un match vraiment compliqué. Si les Égyptiens, s'ils nous négligent, c'est qu'ils auront à ramasser les pots cassés. Je dirais que le match sera difficile pour nous si on ne marque pas. Parce que c'est le problème actuel des Guépards. On ne marque pas. On a des attaquants, mais on ne crée pas du danger. Et c'est pas du tout bien pour nous. On dit dans le football, la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà. Quand on n'arrive pas à marquer, on finit par encaisser derrière. Comme ce qu'on a vu face au Sénégal, on a eu les 30 premières minutes du jeu. Le Bénin était au top, il y avait tout. On avait tout, on a même dominé l'équipe du Sénégal malgré les Sadio Mané, les Sarr, les Ndiaye, avec tout, tout ce qu'il y a comme, comment je dirais, Amadas, comme joueur, voilà, du côté du Sénégal. On a pu quand même faire rêver nos supporters pendant les 30 premières minutes. Donc je pense que on pourrait faire pareil contre l'Égypte, surtout que actuellement je pense que Mohamed Salah ce n'est plus le même joueur, mais il faut faire attention face à cette équipe de l'Égypte. Je vois plus un Mamouche, le joueur de Man City, c'est un joueur, il est très dangereux. Je me dis, on verra aussi, bien ce que Ghana va nous proposer. Nous aussi, on a des joueurs qui sont aussi dangereux. À l'image de Junior Olaitan qui fait une belle prestation. On parle de Manchester City là-bas. C'est un joueur qui joue régulièrement la Ligue des Champions. On ne joue pas la Ligue des Champions ou on ne joue pas un championnat. Ici, les réalités sont africaines. Et malgré tous ces stars, quand même, les joueurs béninois quand même s'affirment et font quand même ce qu'ils peuvent. Alors, Evik Ngueto, dites-nous aujourd'hui, quelle sera l'âme qu'il faut aux Béninois pour quand même venir à bout de cette équipe des Pharaons qui n'est pas une petite équipe qui a beaucoup de palmarès en termes de CAN en Afrique. Avant de commencer, je pense que l'Égypte est cette nation qui a le plus remporté le CAN, si je ne me trompe pas. Et face à l'Égypte en huitième de finale, l'âme dont on va parler ici, on ne va pas parler de meilleur milieu, on ne va pas parler de meilleure défense, on ne va pas parler de quoi, mais c'est des attaquants qu'il nous faut. Des attaquants de pointe surtout, des personnes qui sont capables de marquer, des personnes qui sont capables de concrétiser, de mettre le ballon au fond des filets. Nous avons un bon fond de jeu, comme je l'ai dit, comme Mouhidine l'a dit. Nous voyons nos joueurs évoluer avec de belles centres. Ils quittent la défense et évoluent. Ils dominent le match. Nous mentons par les 3 matchs joués en phase de poule. Les Guépards ont dominé tous les 3 matchs, que ce soit contre la RDC, le Botswana ou le Sénégal. Bon, avec le Sénégal, on a fait un peu du 50-50. On n'a pas dominé complètement. On a dominé le match, mais qu'est-ce qu'il nous faut encore? Juste des buteurs. On voit des joueurs évoluer, des joueurs donner de bonnes passes, il faut de très bons centres, mais il n'y a pas une tête pour mettre le ballon au fond. Après on clique, on a un neuf, on a un attaquant de pointe. On a un Steve Mounier. Mais on ne voit pas ce Steve Mounier, on ne voit pas cette personne qui peut mettre le ballon au fond des filets. Malheureusement, nous n'avons pas Andreas Nkosi qui est blessé pour quelques raisons qu'on ne peut pas forcément évoquer, mais il nous faut des joueurs qui doivent marquer. Il y a des jeunes sur le banc, il y a des personnes qui peuvent apporter une touche particulière à cette sélection. Il y a des personnes qui peuvent envoyer le ballon, mais on a beaucoup de problèmes dans notre sélection. Parlons-en. Steve Mounier, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est un poids pour l'équipe nationale? Je ne vais pas dire Nawani. Okay. Steve Mounier, il n'est pas un poids pour l'équipe nationale. Il nous faut des joueurs comme ça. Je prends l'exemple dans notre poule, on voit Sadio Mané jouer. Je suis d'accord, Sadio Mané c'est le haut niveau. On peut voir Gaël Kakuta de l'autre côté de la RDC. C'est un joueur, il a plus de 34 ans, je pense. C'est un vétéran. Moi, j'étais encore sur les bancs de coupe. Mais sur nos cahiers, on dessinait un Gaël Kakuta. Donc, un joueur qui continue à jouer jusque-là. Je ne pense pas que c'est un problème. Mais Steve Mounier, franchement parlant, il ne doit plus jouer 90 minutes. Franchement, pour ne pas... c'est un joueur, je respecte bien sa carrière, mais il ne doit plus jouer les 90 minutes. Steve Mounier, il est un peu, je dirais, il n'est plus le même joueur qu'on a connu. On n'est plus le même Steve Mounier de 2019. Même si ce joueur marque, je dirais, 50% des buts de l'équipe nationale actuellement. On a besoin d'un joueur comme lui. Mais pas, on ne peut pas miser, sur Steve Mounier pendant 90 minutes. C'est insensé. Mais quand on n'a pas
un autre neuf Bon, on comme n'a il pas faut un autre. dans l'équipe. Comment on va faire? Est-ce que c'est un autre neuf qui nous manque? Mais est-ce qu'on teste les joueurs qui sont là? Et ils ont fait la sélection, ils nous ont ramené Felipe Santos. Bon, je ne vais pas parler de Felipe parce qu'il n'est pas avec nous actuellement. Ils nous ont parlé de Hakimi. Hakimi, on ne l'a jamais vu jouer. Ils ont joué un match amical, c'est vrai, ils ont dit que face au but, c'est un joueur qui manque de précision. Donc je suis d'accord. Mais testons ces joueurs, il faut qu'on voit. Mais c'est pas, excusez-moi du thème, c'est pas lors d'une compétition qu'il faut tester. Non, ce n'est pas lors d'une compétition, c'est justement ce que je dis. Mais les joueurs sont là, on ne les fait même pas jouer pendant les matchs qu'il faut. Par exemple, le dernier match contre le Sénégal, le Bénin est qualifié. On est tous d'accord. Bon, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi je me suis dit déjà que le Bénin n'allait pas perdre ce match contre le Sénégal, avec ce jeu-là qui nous présente. Ils auraient dû tester peut-être Hakimi jusque-là. C'est un joueur, il est venu mais il n'a jamais joué. Jamais, c'est grave. Matteo Arnebi également qui est là. Non, Matteo Arnebi, ce n'est pas un attaquant de pointe, je peux comprendre. Si tu as un junior là étant devant toi, c'est normal pour Arnebi. Mais on a également le joueur qui avait évolué par le passé dans notre championnat. Il y a Olatundi là, Teslim Olatundi. C'est un attaquant. Mais testons ces joueurs-là. Voyons, ce n'est pas du tout si on veut évoluer, il va falloir miser. Parce qu'aujourd'hui, on voit Aloko jouer, on est fier. On voit Romain Kamoussou jouer, on est fier. Oui. On voit Imran Hassan jouer, on est fier. Oui. On voit Rachid Moumouni, malgré l'erreur de la dernière fois, je pense qu'on est fier de ces joueurs-là qui ont pris par notre championnat. Aujourd'hui, on dit, dans l'équipe nationale, on dit, le joueur qui nous émerveille plus à la CAN, je ne sais pas pour vous, hein, mais je pense que c'est Tamim Ouourou. Bon, pour moi, c'est Junior Laïta. Bon, je pense que c'est Tamim Ouourou. C'est un joueur, il donne tout sur le terrain, c'est un soldat. On peut aller à la guerre avec ces gens de joueurs. Ça veut dire qu'il y a ces joueurs-là de notre championnat. Mais pourquoi ne pas miser sur eux? On a du côté de Dadje, on a, comment il s'appelle, le meilleur buteur du championnat l'année dernière, Moussa Maïyaou. On en a des attaquants de ce calibre. Testons, misons sur ça rappelle quand même à la responsabilité du coach. Le coaching, ça veut dire que quelque part, ça ne marche pas avec Ghanaian Rods. Oui. Est-ce qu'on va dire que quelque part ça ne marche pas? Parce qu'avec tous les noms que Mouidine a pu citer, le coach quand même, il fait, la plupart du temps, il fait le tour des stades et s'il n'a pas pu trouver ceux-là pour quand même mettre dans son effectif, histoire de pouvoir relayer avec Steve Mounier, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un problème de choix au niveau du coach? Un problème de choix au niveau du coach, je ne pense pas. C'est son entourage en fait. Parce que l'entourage est cette meilleure personne qui connaît mieux notre championnat, qui connaît mieux nos terrains et mieux notre championnat. Et je pense dans le même temps, il y a des personnes sur le terrain qui doivent relayer des informations à cet entourage autour du sélectionneur pour qu'on puisse voir mieux dans notre sélection. Mais ce travail ne se fait pas. Il y a des personnes qui entourent, excusez-moi, qui entourent juste le coach pour juste avoir de bonnes faveurs, pour juste justifier leur salaire en quelque sorte. Il y a des personnes qui entourent le coach, il y a des personnes dans la sélection qui veulent juste justifier leur salaire. Ils ne veulent pas en quelque sorte l'évolution de la sélection. Vous parlez tout à l'heure du fait que est-ce que Mounier faisait toujours le poids, excusez-moi. C'est vrai qu'on a besoin de vétérans, d'expérience pour la sélection, mais on a besoin de la jeunesse et de l'énergie aussi. Et c'est surtout ce qu'il manque à notre équipe et nos sélectionneurs et ceux qui entourent Guénotre ne veulent pas sortir, ne veulent pas voir sur le terrain ce qu'il faut. Ne veulent pas oser surtout. Oser. C'est ça, ne veulent pas oser. Dans d'autres contrées, on va vous dire qu'ils n'ont pas les moyens. Ils vont vous dire que c'est parce que nos joueurs n'ont pas des personnes assez replacées. C'est pour ça qu'on ne les regarde pas. C'est ça, on va vous dire sur d'autres cieux. Mais de côté, c'est vrai. Pourquoi pas miser sur nos joueurs? Mouidine vient de donner l'exemple de Moussa Maïyaou, le meilleur buteur du championnat écoulé. Et actuellement, il a joué que quelques matchs avec beaucoup de difficultés que Dadje rencontre actuellement. Il est encore déjà meilleur buteur, avec peu de matchs qu'il a joué. Mais on a des attaquants, on a des buteurs dans notre championnat. Pourquoi ne pas miser sur ces personnes? Et on va tout dire que c'est parce qu'il est sélectionneur ou c'est parce qu'il est notre coach, il ne peut pas tout faire. Non, son entourage doit l'aider surtout. L'entourage ne l'aide pas, je pense que c'est vraiment compliqué. Voilà, l'entourage ne l'aide pas selon vous et c'est très compliqué. Pour cette CAN, comment voyez-vous la faveur autour de nos joueurs, des supporters qui ont quand même accompagné les Guépards? Bon, quand moi je suis les matchs de Guépards, excusez-moi, bon, je ne sais pas combien de supporters sont de notre côté.
Mais j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour motiver une équipe comme le Bénin. Une équipe comme le Bénin, je pense que ce qui fait même plus sa force, c'est les supporters. On a vu la dernière CAN, la CAN 2019. On sent, déjà même devant la télé, vous écoutez l'hymne national. Ça, c'est nous, ça. Vous voyez, c'est motivant. Mais cette année, rarement on voit à l'écran les ça supporters. Ça se comprend. Rarement. Oui. Si à chaque fois vous espérez quelque chose de quelqu'un et vous voyez toujours le contraire, je pense qu'à un moment donné, On se décourage. On se décourage, on perd espoir. À chaque fois, on vous attend à un niveau donné, mais vous n'arrivez jamais à ce niveau. À chaque fois, on espère que vous allez de l'avant, mais pour vous, c'est comme si vous battez pour aller en arrière. Et avec ça, les gens vont se décourager. Alors avec ça, les gens vont cette fois-ci, les gens se donnent. décourager. Il y a les supporters qui font de leur mieux. Beaucoup font Mais de leur mieux pour ça soutenir l'équipe. m'étonne que tout le monde accuse l'attaque de l'équipe. Je pense que le problème actuel des Guépards du Bénin, ce n'est pas que l'attaque. Non, c'est pas que l'attaque. Ce n'est pas que l'attaque. Je pense que défensivement, on est bien, je dirais, on est bien solide. Défensivement, on a des joueurs qu'il nous faut. On a tout ce qu'il faut pour contrer l'équipe adverse. Mais le milieu du terrain, est-ce que vous voyez ce qui se passe au milieu aujourd'hui? On joue avec 3 milieux défensifs. 3. Dodo Doku, Imoran Hassan ou Ceci Dameda. Voilà. Comment espérons-nous gagner un match avec ça? On n'a même pas un milieu créateur. Ça, c'est On le a coach. que Steve Mounier, mais on ne nourrit pas Steve Mounier. Mais Steve Mounier est assez nourri hein, pour. Il n'est pas assez nourri. Mais en tout cas, pour un attaquant. Quand on voit le joueur, pour si un vous attaquant, connaissez bien Steve Mounier, oui. Je pense que son point fort, c'est le jeu aérien. On sent combien de fois. Mais est-ce que c'est au milieu de centrer? De toute manière, quel centre? Si vous mettez un 10 sur le côté, vous espérez quoi? Merci beaucoup. On va pas trop tirer sur eux. On était plus au niveau des supporters. Vous avez voulu forcément nous parler du milieu de terrain. Je pense que vous êtes assez remontés contre cette équipe, mais on va leur souhaiter quand même de faire un bon match face au pharaon de l'Égypte. Alors, de façon comique, il y a l'image là de Tidjani, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Il dit si le Bénin se qualifie pour les quarts de finale, il va donner son interview en espagnol, je pense. Bon, au moins il est optimiste. Il a envie qu'on se qualifie. Il faut également ça dans le vestiaire. Il ne faut pas tout le temps être stressé. Voilà. Il faut quelqu'un du genre. Ok, merci à vous, merci pour votre intervention. Bon, moi je vais dire, on a fini. On a fini pour aujourd'hui. On espère que nos guépards, ils étaient écureuils, mais depuis qu'ils sont devenus guépards, je pense que quelque chose de beau, quelque chose d'extraordinaire se fait au sein de cette équipe-là. Et petit à petit, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Pourquoi pas revenir avec cette CAN? Oui. Ah, vous voulez pronostiquer? Bien sûr. Combien? Je pense pour les guépards? Que c'est un match nul et on va gagner au tir au but. Voyez-vous? Je pense que c'est autre chose que nous, parce que je ne vois pas de but dans ce match. Ok, moi je pense que c'est 1-0 pour les guépards. Un but, il n'y aura pas de remontada pour ça. Alors, on en finit pour ce samedi. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Nassouba Week. D'ici là, portez-vous bien.